Maman, viens voir. Qu'as-tu, mon enfant? Je souffre et j'ai très mal. T'as mal où c'est? Ici, sur le côté. Top Santé, votre magazine sanitaire, présenté par Peggy Wabeno, tous les lundis à 14h. Rediffusion lundi 20h. Pour tout contact, Top Santé Top Congo @gmail.com ou contactez-nous au 082 280 1500. Top Congo FM, elle a tout d'une grande. Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver encore aujourd'hui sur Top Congo FM dans le cadre de votre émission Top Santé qui passe tous les lundis. Merci à vous de nous suivre à travers le monde sur notre site internet. Merci également de nous suivre sur le bouquet et Canal+, sur le canal 530. Et merci encore de nous suivre sur YouTube. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous avons encore le plaisir de retrouver nos deux experts qui nous viennent de Ngalema Fertility Center, ce centre médical qui est spécialisé dans la procréation médicalement assistée. Avec nos invités, nous avions parlé la semaine passée de l'infertilité chez l'homme et chez la femme, mais aujourd'hui, nous parlons de la prise en charge de l'infertilité dans un couple. Et nous recevons aujourd'hui le docteur Aristote Ndekezi. Il est gynécologue obstétricien et médecin superviseur de Ngalema Fertility Center. Nous recevons aussi Dr Mitawa Milin, qui est biologiste médical de la reproduction. Biologiste de la reproduction à Ngalema Fertility Center. C'est avec donc nos invités que nous allons co-animer cette émission. Nous allons parler de la prise en charge de l'infertilité dans un couple. Autrefois, vous le savez, quand il y avait ce problème qui se posait dans un couple qui avait du mal à donner naissance à des enfants, le regard était beaucoup plus tourné vers la femme. Mais aujourd'hui, il s'avère que l'homme aussi est concerné. Et par rapport à cette réalité, il y a aujourd'hui des solutions pour amener un couple à concevoir. Bonjour et bienvenue. Merci. Merci. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va, nous allons bien. C'est un réel plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Comme je l'ai annoncé dans l'émission, nous parlons de la prise en charge de l'infertilité chez l'homme, chez la femme, bref, dans un couple. Alors, qu'est-ce que cela nécessite? Docteur Mitawa. Alors, la prise en charge d'un couple va déjà nécessiter qu'un diagnostic soit posé. Donc, ça veut dire qu'il faut consulter. Ça veut dire, nous sommes un couple, nous n'arrivons pas à avoir d'enfants. Ne perdons pas du temps à espérer sans pour autant prendre la peine de demander, de voir ce qui se passe. Donc la première chose, c'est la consultation. La consultation va permettre de savoir, d'un côté, chez la femme, s'il y a des anomalies qui pourraient expliquer le fait qu'il n'y arrive pas, et chez l'homme également, de savoir ce qui se passe et ce qu'on peut faire pour ce couple, finalement, pour qu'ils puissent accéder à cette demande, à leur souhait qui est d'avoir un enfant. Ce couple doivent consulter chacun de son côté ou bien ils doivent consulter simultanément, l'homme et la femme doivent venir au même moment? Nous, dans le centre, nous avons une politique de fonctionnement où on aime que le couple vienne ensemble. C'est-à-dire qu'on a fait le choix, on a choisi que d'un côté, les femmes soient consultées par le gynécologue et de l'autre côté, l'homme est consulté par moi. Du coup, ça fait que la prise en charge diagnostique dès le départ, elle est faite simultanément, d'un côté par la femme, pour la femme, de l'autre pour l'homme, ce qui nous permet ultérieurement d'évaluer la situation globale du couple et de décider ce qu'on va faire pour eux, ce qui serait le mieux, le plus adapté. Docteur Aristote. Oui, c'est ça, c'est que, comme venait de le dire ma collègue, nous avons pris cette option-là que le mieux, c'est d'avoir tous les deux conjoints pour la consultation, mais cela n'exige pas que tous viennent au même moment. L'homme peut commencer sa consultation, le temps que la femme soit aussi disponible, qu'elle vienne et qu'elle commence sa consultation, ou la femme peut commencer et l'homme va la rejoindre ou va la rejoindre au cours du parcours quelques temps après. Mais l'essentiel, c'est d'avoir tout le monde qui consulte pour qu'un bilan, un diagnostic soit posé et pour amorcer la prise en charge. Et durant cette consultation, qu'est-ce qui est fait? Déjà, cette consultation chez la femme, la première étape, c'est l'interrogatoire, l'anamnèse, la conversation. La femme va nous dire c'est depuis combien de temps qu'elle n'a pas conçu, depuis combien de temps qu'elle cherche à concevoir, mais que ça ne marchait pas. Elle va nous dire est-ce qu'il y a des soins qu'elle a déjà eu à avoir dans notre centre. La majorité des cas, c'est des patients qui ont déjà été dans notre centre de traitement. Ils ont déjà fait un certain nombre de bilans. Peut-être ils ont déjà eu certains traitements. Et nous essayons de demander parfois des rapports de tout ce qu'elles ont déjà fait. Et nous allons mettre tout ça sur la table. Nous allons voir par où nous allons commencer. Si c'est des examens qu'ils ont déjà fait, sur lesquels nous pouvons aussi nous baser pour avancer, on peut les utiliser
utiliser. Si c'est des examens qui datent de longtemps, on ne va plus les utiliser parce qu'il y a des choses peut-être qui ont beaucoup évolué. Et après ça, nous pouvons faire maintenant l'examen physique. On va examiner ce que nous apprenons en médecine. On examine la patiente de la tête aux pieds, comme nous le disons. Chaque partie que nous pensons, elle est importante pour nous donner une orientation sur quelle peut être la cause. Et après cet examen physique, nous allons maintenant faire des examens paracliniques. Les examens qui sont des examens des laboratoires, c'est le fonctionnement des hormones. On va essayer de voir comment sont les hormones, les niveaux des hormones dans son corps. Et on va faire les examens d'imagerie. Ici, c'est l'échographie, disons, je vais dire la radio des trompes pour essayer de voir comment est-ce que les trompes de la femme sont perméables ou pas. Nous allons faire un autre examen d'imagerie, c'est l'hystéroscopie. Nous avons une petite caméra que nous envoyons dans l'utérus pour voir si cet utérus, à l'intérieur, il n'y a pas une anomalie qui pourrait expliquer pourquoi la femme ne conçoit pas. Nous allons faire l'échographie. L'échographie va nous aider à connaître quelle est la forme de l'utérus, comment sont les ovaires qui produisent les ovules qui sont les cellules qui permettent à la femme de concevoir. On va voir si ces ovaires ont encore des follicules ou les ovules qui peuvent être utilisés. Et ça nous permet aussi de comprendre si cet utérus n'a pas des myomes, par exemple. S'il n'y a pas plein de myomes dans l'utérus qui peuvent expliquer pourquoi la femme ne parvient pas à concevoir. Avec tous ces examens-là, ce que je peux dire, sont complémentaires. Chaque examen peut être complété par l'examen suivant. Et à la fin, nous avons un bilan complet qui nous permet d'avancer et de savoir que madame a un problème d'infertilité à cause d'eux. Et là commence maintenant la réflexion sur la conduite à tenir ou la prise en charge. Là, c'est chez la femme et chez l'homme. Qu'est-ce qui est fait? La démarche est un peu la même. La première chose, c'est de rencontrer le patient. Il ne faut pas oublier, on l'a dit à plusieurs reprises, qu'il y a une détresse, encore plus chez l'homme, qui finalement n'a pas été, vous l'avez très bien introduit, qui n'a pas été habitué à être possiblement accusé d'être responsable de l'infertilité. Donc, cette démarche de venir consulter est un effort encore plus important que pour la femme qui finalement consulte assez facilement. Elle se pose une question, va consulter. L'homme, ça va prendre un peu plus de temps. Donc, cette prise de contact est très importante et permet finalement aussi aux patients d'avoir un cadre de discussion et de pouvoir dire aussi, finalement, parce qu'il y a des fois, il y a des hommes qui se suspectaient déjà infertiles, mais qui ne pouvaient pas l'affirmer. Quand vous discutez avec eux, vous vous rendez compte que finalement, ils se doutaient de quelque chose, mais ils ne savaient pas où aborder la question, avec qui l'aborder, ou comment. Et puis, s'il n'y a pas de solution, est-ce que ça valait la peine finalement de l'aborder? Donc ça, c'est vrai que cette première étape, ça sera déjà la rencontre avec ce patient, la discussion, comme l'a dit le docteur Aristote, l'interrogatoire, qui est la base de l'examen médical. Ensuite, ça nous permet d'avoir tous les antécédents, savoir finalement qu'est-ce qui pourrait éventuellement, déjà dans son histoire, expliquer ce qu'on pourrait trouver ultérieurement. Parce que ça, c'est une étape très importante. Et là, on retrouve souvent beaucoup d'éléments qui finalement expliquent ce qui se passe. Et on examine aussi, tout comme chez la femme habituée au toucher vaginal, l'homme aussi a droit à son examen physique. Donc on vérifie la taille des testicules, on vérifie que les cordons sont bien là, on vérifie qu'effectivement il n'y a pas d'anomalie. Une fois tout ça fait, le premier examen de base qui est vraiment la base de l'examen clinique, enfin de l'exploration de la fertilité masculine, ça sera le spermogramme. Lui, il nous dira finalement qu'est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a des spermatozoïdes déjà, première chose, parce que peut-être qu'il n'y en a pas. S'ils sont là, est-ce qu'ils sont vivants? S'ils sont vivants, est-ce qu'ils se déplacent? S'ils se déplacent, comment ils se déplacent? S'ils sont là, est-ce qu'ils ont une forme qui fait peur ou est-ce qu'ils ont une forme à peu près normale de beau gosse? Parce qu'on a de ça aussi. Et donc, tout ça permettra de dire, écoutez, on a un spermogramme normal et on complétera cet examen-là par des examens complémentaires qui auront une visée non seulement diagnostique, mais aussi thérapeutique pour le choix de la technique éventuellement qu'on aura pour eux. Alors, chez la femme, il y a les gynécologues. Et chez l'homme, c'est qui? C'est nous, les biologistes de la reproduction, les andrologues et les urologues aussi. Ça fait 3 corps de métier finalement qui sont capables d'examiner. L'urologue, lui, va pouvoir examiner, opérer, parce que c'est du ressort de l'urologue. Le neurologue, lui, il va plus prendre en charge tout ce qui est médical, hormonal.
comme le budget de la reproduction. Et finalement, nous, on va être aussi le dernier maillon qui est celui de la prise en charge thérapeutique pour les différentes techniques en rapport avec l'infertilité masculine. Voilà, je l'ai même dit à l'introduction, depuis toujours on parlait de l'infertilité chez la femme, mais aujourd'hui on s'intéresse de plus en plus aussi à l'homme. Pourquoi? Il était temps. Je pense que ce regain, il vient aussi du fait que des techniques maintenant permettent de prendre en charge l'infertilité masculine. Donc il y a beaucoup plus d'études aussi. Mais on s'est rendu compte, c'est juste que nous, on est un peu en retard dessus parce qu'on est dans une société, on ne va pas dire le mot, mais un peu machiste. Donc finalement, c'est toujours un peu la femme qui est en cause. Mais c'est vrai que ça fait longtemps que l'infertilité masculine est explorée, elle est documentée, il y a énormément d'études sur la qualité du sperme, c'est des facteurs qui influencent la qualité du sperme, sur les causes de certaines anomalies. Ça a été exploré et documenté. Beaucoup d'études, beaucoup de recherches ont été faites. Mais nous, en Afrique, c'est vrai qu'on est encore dans ce volet-là où finalement c'est la femme qui porte la grossesse, donc c'est elle qui potentiellement, si ça ne marche pas, est en cause. Mais on y arrive. On y arrive, les hommes consultent, de plus en plus il y a des informations et je pense qu'on est sur la bonne voie. Docteur Aristote? Oui, je pense que du fait aussi que quand même la science avance, les hommes, ou disons la communauté avance dans le sens de faire scolariser et les hommes et les femmes. La recherche avance, comme l'a dit ma collègue. On trouve de plus en plus que les hommes peuvent être aussi... Et je pense qu'il y a la notion de gender qui est en train de prendre quand même du regain. Et on sait que tout ce qu'on recherchait chez la femme, tout ce qui était discriminatoire chez la femme, on peut aussi rechercher la cause chez l'homme. Et cela fait que quand on parle d'une infertilité, ce n'est pas une infertilité de la femme, c'est une infertilité du couple. On peut même dire infertilité des conjoints. Et ce qui fait que donc l'homme peut aller se faire consulter de la même façon que la femme et retrouver la cause et chez l'homme et chez la femme. Alors, je vais quand même tenter de résumer en lingala. C'est bien, c'est une très bonne idée. Qui nous suivent. Alors, on dit que toujours les lots pris en charge et à infertilité des conjoints, infertilité à couple. Donc, couple au besoin de la possibilité et à kobo tate naturellement. Tout ça, on le belango, les lots, moi, si tout mobali, car les élèves, que ceux qui couplent les obo tate, ils ont problème, il y a moins si. Mais les lots, tu des autres côtés, c'est que même pe mobali, après cause à la malade, alors possibilité de l'eau est zoami pendant que sunga bango ba ba ko bota ya moto ça ko lobelela les lots. Alors je voudrais savoir, docteur Aristote, comment mieux accompagner les couples dans une procréation médicalement assistée? Ah oui, merci beaucoup. La première étape, c'est que dès que nous avons établi les diagnostics dans notre centre, la première étape, c'est de faire comprendre au couple que c'est un processus qui commence. Que c'est pas comme on s'est fait soigner la malaria. Vous venez aujourd'hui, on trouve la malaria, on vous donne les médicaments, vous rentrez à la maison, vous êtes guéri. Pour l'infertilité du couple, c'est un processus qui commence. Après les examens qui ont été faits, on va trouver une éventuelle ou des éventuelles causes, chez l'homme comme chez la femme. Dès que ces causes sont retrouvées, je vais prendre le premier cas, par exemple, chez la femme, de tous ces examens que nous avons faits, on peut trouver que chez la femme, on a des myomes. Et que ce sont ces myomes qui sont à la base de l'infertilité. Ici, l'accompagnement qu'on va faire, c'est d'opérer ces myomes et attendre une conception spontanée, une conception naturelle après avoir enlevé ces myomes. Ça, c'est la première chose. Ça peut être des polypes. Les polypes, ce sont des petites tumeurs qu'on peut trouver à l'intérieur de l'utérus qui peuvent... Bénignes? Oui, bénignes. Oui, c'est des petites tumeurs bénignes qui ne sont pas donc cancer, c'est vraiment quelque chose de bénin qu'on va retrouver dans la cavité utérine, qu'on peut aussi opérer et la conception naturelle peut s'en suivre. Nous avons parfois des trompes qui peuvent être bouchées. Et quand ces trompes bouchées sont diagnostiquées, aussi une intervention chirurgicale peut aider à résoudre ces problèmes et la femme va concevoir naturellement. Il peut s'agir d'un problème d'ovulation. Après tous nos examens, nous pouvons trouver que la femme ne conçoit pas parce qu'elle a une perturbation dans l'ovulation. À ce moment-là, nous allons juste régulariser son cycle pour qu'elle puisse ovuler normalement. Et cela peut être juste ça la solution à leur problème au cas où chez l'homme tout est normal. Ça peut être un problème lié peut-être au col de l'utérus
qui nécessite juste peut-être une ouverture ou bien juste franchir le col avec nos méthodes, nos techniques, et on va trouver que la femme va tomber enceinte. Mais à un certain moment, on peut retrouver que toutes ces techniques ou bien tous ces traitements-là ne seront pas capables d'aider les couples et qu'on est obligé de passer, par exemple, à une insémination artificielle. Ici, on va préparer la femme et on pourra prendre la sémence de monsieur, de l'homme, et nous allons juste déposer ça dans l'utérus de la femme et la femme va tomber enceinte dans les mois qui suivent. Mais Dans les jours qui suivent. Donc, dans quelques jours après, la femme, on fait un test de grossesse, elle est tombée enceinte. Ou alors, aussi, dans le cas vraiment extrême, nous allons passer à une fécondation in vitro. Là, on a trouvé que les trompes sont bouchées, que tout vraiment, on trouve que c'est la seule solution. Nous-mêmes, nous allons prendre la sémence de l'homme, nous allons nous-mêmes rechercher la sémence de la femme. Nous avons des techniques que nous utilisons. Nous allons faire la rencontre dans notre laboratoire, c'est ce que nous appelons la fécondation in vitro, donc au laboratoire. Dès que nous avons les embryons, donc les petits bébés, c'est ça que nous allons déposer, et après préparation de notre patiente, nous allons déposer ça dans l'utérus, et madame va être enceinte dans les 2 semaines, on va faire les tests de grossesse, elle est enceinte, elle va porter la grossesse, et dans les 9 mois, elle accouche un bébé. Vous avez dit que c'est un processus, ça prend combien de temps, tout ce que vous venez de nous dire? Oui, ça va dépendre d'un couple à un autre. Ça dépend de ce que le couple a déjà fait et ce qu'ils n'ont pas encore fait. Ça dépend des examens qu'on va faire pour chacun des membres du couple, disons pour chacun des conjoints. Mais ça peut prendre peut-être au minimum 1 mois et demi. Et dans 4 semaines maximum, on peut avoir déjà tous les bilans établis. Au maximum, on pourrait aller peut-être à 1 mois et demi. Mais on peut déjà avoir tous les examens faits pour décider de quelle va être la suite. Le docteur Mitawa, chez l'homme? En fait, les techniques qui ont été évoquées, c'est un peu celles qui vont être utilisées. La première chose, avec les mêmes appareils. En fait, les techniques qui ont été énoncées, c'est les techniques qu'on utilise justement nous au laboratoire. Bon, il faut rappeler, je pense, aux auditeurs que l'accompagnement, la prise en charge va dépendre de l'axe touché. Dans le fonctionnement chez l'homme, pour l'obtention, la production, la maturation et finalement la sortie hors des voies génitales au moment de l'éjaculation des spermatozoïdes, il faut que différents axes fonctionnent normalement. Ces différents axes-là, ça va être un axe hormonal, ça va être au niveau finalement des testicules aussi, ça va être... Donc tous ces éléments-là vont faire que la prise en charge va dépendre de ce qu'on aura trouvé, de l'axe qui sera touché. Ça veut dire qu'il y aura des traitements qui pourront être médicaux, donc des causes qui peuvent être traitées. On peut donner des antibiotiques, c'est une infection, un peu par rapport parler aussi par rapport aux infections des trompes, l'infection. J'aimerais quand même souligner un petit point qui n'est pas dans le programme, mais ça nous ramène aux infections. J'ai finalement eu pas mal de couples qui ne sont finalement pas si sensibilisés que ça au parcours de l'infection sexuellement transmissible. Ils ont une femme, ils ont des maîtresses. Avec la maîtresse qu'ils considèrent comme étant une maîtresse régulière, il ne va pas se protéger. Or, la maîtresse aussi, ouais. C'est ça. C'est ce point-là que je pense qu'il est important quand même que ça soit noté, parce que finalement, le trajet de l'infection, il arrive dans le couple. Parce qu'on ne maîtrise pas toujours nos partenaires externes. Donc ça, c'était une parenthèse. Ça, c'est donc l'infection qui peut être traitée, pareil que les causes hormonales qui peuvent être traitées aussi. Et dans les cas où, pour ne pas citer toute la gamme de traitements, à part les causes génétiques, où finalement là, des fois, on ne pourra rien faire parce qu'il n'y a pas de traitement. Bon, on arrivera aux techniques de procréation médicalement assistée. Donc ces techniques-là, c'est un peu celles qui ont été citées par le docteur Ndekezi, c'est-à-dire l'insémination intra-utérine qui, elle, va permettre de court-circuiter en fait le parcours du spermatozoïde dans les voies génitales. On va le préparer, les sélectionner et on va directement aller les mettre au niveau des trompes quasiment, pour qu'on court-circuite le parcours de la glaire et tout ce qu'il a à faire, qui va, les pauvres, parfois les fatiguer. Lorsque la sémence, docteur Ndekezi l'a dit, non, on prend la sémence chez l'homme, qu'on essaie de mettre chez la femme, mais lorsque l'homme a des problèmes, n'en a pas. C'est ça. Ce qui nous emmène. Donc l'insémination intra-utérine ne pourra être utilisée que pour les hommes qui ont finalement un spermogramme normal,
obligatoirement, mais chez qui on a trouvé que, bon, malgré qu'il y ait des problèmes d'ovulation, on n'arrive pas, voilà, on les aide. Donc on bypass en fait les voies génitales féminines pour arriver directement au niveau du contact. S'il y a moins, c'est-à-dire que si on a un spermogramme qui est déjà pathologique, donc il n'y a pas beaucoup de spermatozoïdes, il ne bouge pas bien, ou il n'y a pas beaucoup, mais c'est gérable, on peut faire une fécondation in vitro qu'on dit classique. La classique, c'est-à-dire que c'est un peu le même processus qui se produit dans les trompes. Donc on met dans une boîte l'ovocyte de madame qu'on a récupéré à la ponction, on prend le sperme qu'on a préparé et sélectionné, et on le met ensemble. Et là, c'est comme dans les voies génitales, il y en a un qui va réussir à rentrer parce que le groupe va permettre qu'il y en ait un qui puisse rentrer. Pour les hommes qui n'en ont quasiment pas ou très peu, il y a une technique qui a été inventée en 1992 qui s'appelle l'ICSI et qui a révolutionné la prise en charge de l'infertilité masculine. Le premier bébé est né en 1994 seulement, alors qu'elle avait été inventée en 1992. Et cette technique fait qu'aujourd'hui, les hommes qui ont très peu et qui n'ont absolument aucune chance par voie physiologique d'avoir une grossesse peuvent prétendre à la paternité. Donc ça s'appelle l'ICSI et c'est une technique que nous pratiquons aussi au niveau du centre. Donc vous le faites aussi? Oui. Est-ce que l'enfant qui naît par cette voie a toutes les compétences? Le premier bébé qu'on appelait bébé éprouvette est né en 78. C'est Louise Brown. À l'époque, quand ce bébé est né, ça a été la révolution. Ça a été le tapage, ça a été mais c'est pas possible, comment déjà... C'était inimaginable. Ensuite, on s'est dit, mais c'est quoi cet enfant? Est-ce qu'il ne sera pas attardé? Comment ça se fait? Mais il y a eu énormément de choses et il y a eu énormément de publications. Donc, il y a eu un suivi qui a duré depuis 78. Vous voyez bien, on est aujourd'hui à plus de 40 ans. Donc, des études ont démontré que ces enfants qui naissent par procréation médicalement assistée n'ont pas plus de chance parce que quand c'est des enfants qui naissent de nos gamètes, ben, ils ont le patrimoine génétique que nous, on leur donne. Donc, les chances de malformation, elles viennent que le patrimoine que leur apportent leurs parents. Donc, ce n'est pas plus important parce qu'il y aura eu PMA que si on avait eu cet enfant, finalement, nous, dans le lit, sous nos draps, sans l'aide de la médecine. Voilà. Donc, non, il n'y a pas de... En tout cas, il n'y a pas de... Les études sont... Vous pensez bien c'était tellement surveillé qu'aujourd'hui, il n'y a pas plus de chances d'avoir des anomalies par procréation médicalement assistée. Alors, vous avez un complément d'information? Oui, c'est ça que je voulais dire, que c'est des enfants normaux, comme l'a dit ma collègue. Les enfants sont nés par procréation médicalement assistée depuis maintenant toutes ces années qu'elle venait de vous dire. Et jusqu'aujourd'hui, tous ces enfants qui naissent par procréation médicalement, ça c'est des enfants en bonne santé comme tous les autres. Et s'il y a un événement qui peut arriver que cet enfant naisse avec tel ou tel déficit, ce n'est pas parce qu'il est né par procréation médicalement assistée, c'est parce que ça peut arriver aussi, même chez les enfants qui ne sont pas nés par procréation médicalement assistée. C'est juste cette précision-là que je voulais juste donner. Et tous nos enfants qui sont nés, par exemple, dans notre centre, tous sont nés en bonne santé. C'est des enfants qui vous ne saurez pas différencier avec les autres enfants du quartier ou qui sont nés donc par voie normale, comme on les dirait. Mais c'est des enfants qui sont en bonne santé. Voilà. Alors, combien de couples vous consultez en raison des difficultés à concevoir un enfant? Combien de couples? Oui, alors... au niveau du centre? Ah, mais c'est-à-dire sur l'année ou sur le mois? Parce que c'est non, depuis que les centres sont opérationnels. Alors, ce serait une question où je pense qu'on est quand même en consultation. Ouais. Parce que ça va dépendre de ceux qu'on va avoir eu en consultation et de ceux finalement qu'on aura accompagnés dans leur parcours. Parce que des fois, les gens, ils vont venir, ils vont consulter. Il faut après accepter les réponses qu'on vous apporte. Donc, entre ceux qui vont consulter et ceux qui vont finalement faire le parcours, il y a parfois un delta. Mais je pense qu'on est quand même à plus d'une centaine de couples qui ont consulté. Oui, nous avons beaucoup de couples qui ont consulté, mais il y en a qui commencent pour multiples raisons. Ils ne vont pas suivre tous les parcours. Il y en a qui commencent, ils vont se limiter seulement à des examens. On fait les examens et quand on montre quelle est la cause et quel va être maintenant les schémas à suivre pour les soigner, peut-être parfois ils ne parviennent pas directement à digérer la chose. Nous continuons à faire l'accompagnement parce que non seulement nous soignons, mais également il y a un accompagnement psychologique que nous faisons jusqu'à ce que les couples arrivent à adhérer. Il y en a qui commencent peut-être la consultation maintenant, nous sommes au mois de septembre, mais peut-être qui vont avoir les résultats en octobre.
Mais pour entrer dans les vifs, pour les traitements, peut-être ils vont venir 3 mois, 6 mois après, ou même une année après. Et donc, c'est pour cela qu'avoir toutes les statistiques pour vous dire que nous avons autant de patients qui ont déjà consulté et qui ont suivi les parcours, c'est un peu difficile. Mais par rapport, par exemple, à ceux-là qui ont commencé, qui ont suivi tous les parcours et qui ont été traités jusqu'à la fin, en termes de grossesse, nous en sommes autour d'une vingtaine depuis environ une année que nous sommes en train de fonctionner. Et 4 ont déjà accouché. Ils ont accouché ici au mois de septembre. Des très jolis garçons, des très jolis bébés, filles. Et nous en avons encore d'autres qui sont enceintes, qui vont accoucher d'ici là au mois de décembre, d'autres en mars. Et donc, il y a des raisons d'inviter la population de Kinshasa, la population de partout en République démocratique du Congo, de partout en Afrique et partout, mais parce que nous avons des couples qui viennent même en dehors de l'Afrique, qui viennent suivre leurs soins dans notre centre. Donc, c'est dire que comme vous êtes suivis partout, donc nous pouvons communiquer avec tout le monde, dire que nous avons un centre capable de donner les soins chez nous, à Kinshasa, sans sert à rien d'aller chercher les soins ailleurs. Oui, pour compléter mon collègue, on a quand même de plus en plus de couples qui arrivent, par exemple de Brazzaville, qui arrivent de l'intérieur du pays aussi. Et effectivement, il y a des couples qui parfois, pour des raisons qui leur sont propres, veulent avoir un parcours, vont être suivis à l'étranger, mais qui démarrent leur parcours, leur suivi chez nous. Voilà. Ça fait que nous, on les accompagne aussi pendant leur suivi, pendant le temps d'eux, et ils peuvent continuer après leur... Donc nous sommes en communication avec les médecins qui les suivent dans ces pays où ils veulent aller, parce que des fois, c'est des raisons familiales ou des raisons professionnelles, mais on les accompagne déjà. Donc on fait le suivi non seulement de ceux qui sont à Kinshasa, de ceux qui sont à l'intérieur du pays, parce qu'il n'y a pas encore des structures partout, de nos voisins à côté, des gens qui viennent d'Europe, parce que c'est pas toujours facile. Là-bas, les rendez-vous sont très longs. On met beaucoup plus de temps à consulter. On met beaucoup plus de temps à être pris en charge qu'ici, finalement, ça va un peu plus vite pour les mêmes techniques, pour le même plateau technique, pour les mêmes compétences. Donc, on a aussi des couples qui arrivent finalement de l'Europe pour se faire prendre en charge ici. Et ça se fait comment, dans l'anonymat? Non, pas du tout. Les couples qui consultent, ils sont tout à fait identifiés. Après, nous privilégions la discrétion parce que les gens ont vraiment besoin d'être dans un cadre discret. Donc la clinique, dans notre mode de fonctionnement, on a le souhait de ne pas créer la salle d'attente où c'est le marché, ou comment on appelle le marché à Kinshasa, Gambela, où c'est le Gambela où il y a tout le monde là, et que voilà, la discrétion est quand même de rigueur. On aime bien donner des rendez-vous où les gens ne se sentent pas à l'aise d'être justifiés, de voir des gens qui les auront vus, parce que les gens y tiennent vraiment. Et on le voit bien parmi la patientèle qu'ils n'aiment pas trop avoir à croiser. Donc dans le centre, vraiment, on s'attelle beaucoup à cette notion de discrétion pour donner un confort à nos patients. Ouais. Docteur Dikiz, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a quand même aussi des échecs? Après avoir suivi un traitement, la femme a suivi tout ce que vous venez de nous dire. Ouais. Et au bout de compte, ça ne marche pas. Est-ce que c'est déjà arrivé? Ça, c'est une bonne question. C'est une bonne question parce que les échecs en PMA, il y en a, ça existe. C'est comme même dans la fécondation naturelle, on ne tombe pas enceinte tous les mois, même par voie naturelle. L'homme, tout est normal chez l'homme, tout est normal chez la femme. On ne tombe pas enceinte à chaque cycle. Donc, ce n'est pas tous les jours qu'on tombe enceinte. C'est de la même façon, même nous aussi, dans notre technique, il y a des cas où la femme ou le couple n'arrive pas à concevoir par le premier coup. Et que dès qu'il y a eu échec d'implantation, donc il y a eu échec, il n'y a pas eu grossesse, nous asseyons encore. Nous recherchons quelle peut être la cause, nous recherchons quels peuvent être les facteurs qui ont concouru à cet échec d'implantation, et nous, comme nous avons la possibilité de garder les embryons et les gamètes dans notre centre, ça c'est un grand avantage que nous avons dans notre centre, c'est que nous sommes capables d'avoir les cellules, ou disons les cellules de la procréation, la sémence de l'homme et la sémence de la femme. On sait garder ça dans notre centre, dans notre laboratoire. Ça ne se détériore pas? Pas du tout. Non, ça ne se détériore pas, c'est très très bien conservé. Et les embryons, ça tue les petits bébés que nous avons formés pour les couples, on sait les garder également dans nos appareils. Ça veut dire que si un couple, il y a eu échec d'implantation au premier transfert d'embryon, on peut donc aussi préparer encore, après un certain temps, nous pouvons préparer et avoir un autre transfert. Et peut-être à l'issue du deuxième transfert, la femme peut tomber enceinte. Nous avons des cas comme ça. Donc, un premier échec d'implantation ne signifie pas
un échec, que donc la femme ne tombera pas enceinte. Non, on va s'asseoir, préparer encore et ensuite, la femme peut tomber enceinte au deuxième transfert ou peut-être au troisième transfert. C'est pour ça que nous avons dit que c'est un processus, ça demande vraiment du courage, ça demande un soutien psychologique et ça demande une bonne endurance. Il y en a des femmes qui tombent enceintes donc au premier transfert, d'autres ce sera au deuxième, d'autres peut-être au troisième. Donc voilà un peu. Et là, vous les conservez pendant combien de temps? Ça peut être conservé pendant des années. Alors, ça, la conservation, ça, c'était aussi l'une des révolutions de la procréation médicalement assistée. Il faut savoir qu'avant, je vous parlais de Louise Brown en 1978. Quand on obtenait des embryons, on transférait, les autres, on les jetait parce qu'on n'avait aucun moyen de les garder. Donc, aujourd'hui, avec ce qu'on appelle l'azote liquide, on peut garder des cellules, pas que finalement nos gamètes à nous, mais des cellules, des tissus, dans cet azote liquide pendant autant d'années qu'on veut. Ils sont comme en dormance. C'est comme s'ils hibernaient. Donc, on les prépare pour se mettre dans ces conditions-là, à moins 196 degrés. Ils sont conservés dedans et ils dorment. Quand on a besoin de les réveiller, on va remettre un protocole de réveil de ces cellules-là pour qu'elles reviennent à leur fonctionnement habituel. Ça s'appelle la conservation. Et ça va tout à fait s'appliquer autant aux gamètes de la femme, donc des ovocytes, qu'aux embryons, donc les petites cellules où c'est déjà un embryon obtenu, ou du sperme. Donc tous ces tissus-là aujourd'hui dans la procréation médicalement assistée ont aussi révolutionné parce qu'effectivement, pour revenir à ce que le docteur, aujourd'hui, sur une tentative, vous allez faire une tentative, vous avez la possibilité, par exemple là on a des couples, elle est tombée enceinte au premier transfert, il lui reste encore 8 embryons. Ça veut dire que vous conservez pour elle. Que nous conservons pour elle. Ça veut dire que là, elle est enceinte, elle va accoucher. Et bien, si elle décide qu'après, quand son enfant aura 2 ans, d'en avoir un deuxième, elle n'aura plus à refaire tout le parcours. Elle revient, on réveille les petits embryons, donc on les dévitrifie. Mais là, le bébé aura quel âge? Eh bien, le bébé, lui, il est resté arrêté au temps où on l'a congelé. C'est-à-dire que si, là, mon parcours, je le fais au mois de septembre, on me transfère 3 embryons, 2 embryons ou un embryon du mois de septembre. Les autres, ils sont vitrifiés. Ça s'appelle la vitrification. Ils sont vitrifiés. Et ils vont dormir comme ça autant de temps qu'on veut. Et si dans 2 ans, elle décide d'avoir un deuxième enfant, elle revient, cet embryon sera le frère d'âge embryologique de celui qui est né, mais l'autre est né, il a 2 ans. Lui, maintenant, il va commencer sa vie. Là, vous avez la possibilité de déterminer même le sexe. Ça, c'est une autre technique que nous ne pratiquons pas parce qu'il y a beaucoup de pays qui finalement refusent de le faire. Parce que c'est comme une sélection. C'est une technique supplémentaire et qui nécessite de tester l'embryon. En fait, on prend une cellule de l'embryon. L'embryon, quand je vous dis l'embryon, c'est un truc, c'est comme la pointe là. Infime. C'est comme la petite pointe du bic. Voilà. Donc, on prend une cellule de cet embryon qu'on va tester. Et c'est une technique qui est beaucoup utilisée aujourd'hui pour les maladies génétiques. Donc, il y a des couples qui sont à risque de transmettre des maladies génétiques qui peuvent être mortelles pour l'enfant, qui peuvent être très handicapantes pour l'enfant et qu'aujourd'hui on décide de tester les embryons pour que les parents n'aient pas des enfants qui risquent d'être dans des situations compliquées. Donc c'est comme ça que ces techniques-là sont arrivées et qu'elles sont pratiquées dans certains pays qui ne les pratiquent qu'à cette condition-là. Mais comme on doit faire le karyotype, c'est-à-dire voir les différents chromosomes qu'il y a dans cet embryon pour savoir quelle maladie, éventuellement quel chromosome est touché, donc quelle maladie il a, on arrive à voir si c'est une fille ou si c'est un garçon. Si c'est un chromosome. Et là, vous le dites aussi aux parents? Là, on le dit aux parents. Mais nous ne le pratiquons pas. Plein de pays ne le font pas pour des raisons éthiques. Oui. Et d'autres le font pour des raisons mercantiles où on se dit, bah, c'est pas grave, on s'en fout, on peut choisir. Et vous ne le faites pas pourquoi? Ben, nous, on ne le fait pas parce que déjà, je pense que des raisons éthiques aussi. Et puis, voilà, la nature, elle a aussi sa part. Mais vous avez quand même la possibilité d'offrir à une dame qui a des problèmes une grossesse gémellaire. La grossesse gémellaire, en fait, elle va venir du nombre d'embryons transférés. Parce qu'en fait, comme vous disiez tout à l'heure, qu'on va obtenir des embryons, et on va transférer un embryon, ça veut dire qu'on en aura 1, 2 embryons, ça veut dire qu'on prend le risque qu'il y en ait 2. Ça ne veut pas dire que les 2 pourront s'accrocher. Ça ne veut pas dire qu'on aura forcément des jumeaux, mais on donne la possibilité qu'éventuellement, les 2 s'implantent. Mais est-ce qu'il y a des demandes pareilles? Il y a des couples qui vous demandent ça Les aussi? Africains, ça, moi... Histoire de rattraper le temps perdu. Moi, depuis que je suis arrivée à Kinshasa, tous les couples que j'ai vus, je dis bien tout, ils m'ont dit, docteur, on veut 2 ou 3. Oui.
C'est vraiment. Alors qu'en Europe, on n'avait pas le droit. Hein. Quelque part, on transfère un embryon, c'est une grossesse parce que on se dit que les grossesses gémellaires c'est compliqué. Il y a des risques obstétricaux, des risques pour le bébé. Donc, on n'a pas le droit de transférer plus de 2 et encore. Mais ici, tous les couples, docteur Ndekezi pourra le dire avec moi, ils vous disent, nous, on en veut 2 ou 3. Mettez même 3. Il y a même 4. On peut mettre 4. Non, pas mettre 4, mais voilà. Ils sont je pense que exactement, c'est ça, c'est une demande liée au fait que nous avons des couples qui ont fait plusieurs années à chercher les enfants, en sorte que quand ils arrivent chez nous, ils ont déjà ces soucis d'avoir comment récupérer les temps perdus. Temps perdu, c'est dire, est-ce que je suis déjà âgé de 42 ans, 43 ans, 45 ans, est-ce que c'est possible, comme j'ai la chance d'avoir des embryons, est-ce que, comme vous voulez transférer les embryons, est-ce que c'est possible de me mettre 2 pour que je puisse récupérer au moins que dans une année, j'ai déjà 2 enfants et que si demain je n'ai plus la possibilité de mettre au monde, je sais que j'ai 2 enfants. Ça, c'est une demande. Et comme l'a dit ma collègue, quand nous transférons, nous avons tout un protocole, un schéma que nous suivons, chez quel couple nous pouvons placer un seul embryon, chez quel couple nous pouvons placer 2 pour que nous puissions augmenter les chances que ça s'accroche. Donc, nous mettons, vous savez, même on peut mettre un seul, et peut-être un seul peut encore se multiplier en 2 et donner des jumeaux. Si c'est Dieu qui le veut ainsi, ça peut arriver. Parfois, nous pouvons mettre 2, mais c'est un seul qui va se développer. Donc, tout cela, c'est une demande, mais parmi les enfants qui sont nés chez nous, ou disons des grossesses que nous avons chez nous, nous avons des grossesses avec un seul enfant, des grossesses avec 2 enfants, mais aussi nous avons une grossesse avec 3 enfants. C'est dit que c'est possible que ça arrive, mais ce n'est pas nous qui les déterminons d'avance. D'accord. Alors, bandeko bozo landa biso, toloba ki ne bandeli a émission que tozo le lelo prise en charge, il y a infertilité des conjoints. Tu koloba que ba technique ezali le lenge ebele ya kusunga ba couple bazana ba problème pona kobota ba technique epa ya mwasi ezali epa ya mobali ezali. Alors esengeli na bino ko consulter pona koyeba technique nini oyo esengeli na bino po te boyeba na kozwa bana. Alors voilà, j'aimerais savoir aussi, dans l'émission précédente, là on parlait de l'infertilité chez l'homme et chez la femme, on avait évoqué des causes. On avait dit qu'il y avait des causes médicales, des causes génétiques, des causes environnementales. Mais est-ce que la prise en charge s'adapte selon les causes? Tout à fait. De toute façon, moi j'avais un maître à la faculté qui disait bon diagnostic, bon traitement. Donc, les causes vont être en rapport avec le traitement. Après, certains traitements, certaines causes ne pouvons pas être forcément traitées ou ne pouvons pas être retrouvées, parce qu'on l'a bien dit, on a quasiment 30% de causes idiopathiques, c'est-à-dire pour lesquelles aucune cause n'est retrouvée. Ça peut rentrer dans la discussion que vous évoquez tout à l'heure, où finalement pourquoi ils étaient ensemble, ils n'ont pas réussi. Et des fois, ce sont des causes idiopathiques. La science le décrit. On a fait toute la batterie d'examens possibles, on n'a rien trouvé et pourtant ils n'y arrivent pas. Ouais. C'est des causes idiopathiques. Et dans ces cas-là, effectivement, les traitements, ça va être la procréation médicalement assistée. Elle est vraiment venue répondre aussi beaucoup à ces cas-là où on ne sait pas quoi. Et donc, dans ce cas, on a au moins la possibilité. Ça sera, dans ce fait-là, un traitement symptomatique. Parce que finalement, on n'a pas traité la cause, parce qu'on ne l'a pas, mais on a réussi à arriver à un traitement pour arriver au but du couple, qui est d'accéder finalement à ce désir d'avoir un enfant. Oui, c'est ça. Donc, les causes, les traitements vont être adaptés à la cause. Quand c'est une cause qui est facilement traitable, on va la traiter et les couples peuvent avoir un enfant. L'exemple ici, c'est quand c'est des troubles seulement liés à l'ovulation. À ce moment-là, nous allons juste traiter ces dysfonctionnements liés à l'ovulation chez la femme. Nous allons soigner et la femme va tomber enceinte. Si c'est des trompes qui étaient bouchées et que les traitements consiste juste à déboucher les trompes par une bonne chirurgie au laser, nous allons le faire et la femme va tomber enceinte dans les mois qui suivent. Si c'est juste un problème de sperme qui n'est pas bon, les spermatozoïdes ne parviennent pas à bien bouger, et que nous, on va faire juste une insémination, chez la femme tout est normal, on va faire une insémination artificielle et la femme va tomber enceinte. Donc, ça peut être orienté, mais dans d'autres cas, comme l'a dit ma collègue,
vous n'avez pas la possibilité de traiter médicalement comme ça et la fécondation in vitro va rester la seule solution. Voilà, là nous avons les trompes qui sont totalement bouchées et ainsi de suite. Et une femme qui a une insuffisance ovarienne, peut-elle aussi être médicalement suivie et concevoir aussi? Une bonne question encore. Les femmes qui ont des insuffisances ovariennes prématurées, comme nous les appelons, ou qui sont en état d'insuffisance ovarienne prématurée, tout va dépendre du degré aussi. Il y a des femmes qui ont encore... ici, il faut comprendre qu'une insuffisance ovarienne, c'est une diminution très, très importante des nombres de follicules, donc des ovules. Elle ne sera pas capable de produire des ovules chaque mois. Elle en a donc très peu. À ce moment-là, le traitement va consister à vite utiliser les peu de follicules qu'elle a. Souvent, ça peut être une stimulation. Si les trompes sont normales, on peut stimuler la femme et faire peut-être une insémination ou faire une stimulation et faire une programmation de la rencontre ou des rapports sexuels et la femme peut tomber enceinte. Et quand ça ne marche pas, dans ce cas-là, et peut-être une fécondation in vitro peut être faite en se disant que ça va nous permettre de garder le maximum d'embryons parce qu'à ce moment-là, on peut capter ou bien ponctionner le maximum d'ovocytes chez la femme, faire la fécondation in vitro et garder les embryons qu'on aura obtenus de la femme, les garder, comme ça on pourra transférer parce que si une femme est en insuffisance ovarienne, le risque c'est que dans les jours qui vont suivre, tous les follicules vont disparaître et ne sera plus capable de concevoir par ses propres ovocytes. Et là on sera obligé peut-être de faire appel à un don d'ovocytes. Et aujourd'hui, on parle de l'endométriose. Cette femme qui en souffre, est-elle aussi capable de porter sa grossesse par voie médicale assistée? Tout à fait. Une femme qui a une endométriose tombe enceinte et elle accouche. D'abord, naturellement, ou tout dépend du degré de la maladie. Nous avons, en obstétrique chez nous, nous avons l'exemple typique, c'est quand nous faisons une césarienne. Au cours de la césarienne, nous pouvons trouver que chez une femme qui a conçu naturellement, on y va pour une césarienne parce que la femme n'a pas pu accoucher normalement. Pendant la césarienne, on peut trouver qu'elle a l'endométriose à l'intérieur de son organisme. On peut trouver qu'elle a, à l'intérieur de l'abdomen, on peut trouver qu'il y a l'endométriose, mais quand elle est tombée enceinte. Ça signifie que l'endométriose n'était pas ou n'est pas très avancée. Mais quand la maladie a tellement avancé, là, l'endométriose peut être maintenant une cause d'infertilité. Et c'est là que maintenant l'endométriose devient un problème, je vais dire, de santé publique. Non seulement c'est une cause de douleur permanente chez la femme, trouble des règles, mais également ça va constituer un problème de fertilité parce que l'endométriose va tordre les trompes. Elle va empêcher les ovaires de bien ovuler. Elle va faire que les trompes deviennent imperméables. Même si la femme ovule, les trompes ne sont plus perméables pour laisser passer l'ovule. Et c'est ça qui va être donc la difficulté à concevoir pour une femme qui a une endométriose. Donc ça, c'est au stade avancé que nous pouvons avoir une infertilité. Mais les femmes avec endométriose au stade encore stade léger peuvent tomber enceintes naturellement. Docteur Mitawa, oui. On a parlé de la femme et on parle maintenant de l'homme, puisque aujourd'hui il y a des techniques qui peuvent l'aider à pouvoir concevoir. Est-ce qu'on ne peut pas aussi l'aider à pouvoir soigner sa maladie? Ou on doit juste se contenter, on sait l'aider, il va concevoir et on s'en tient là? Est-ce qu'on peut l'aider à concevoir? Je n'ai pas compris. Non, est-ce qu'on peut l'aider à pouvoir mettre fin à l'affection qui le touche? Ou bien on doit juste se contenter à l'aider seulement à pouvoir... Non, concevoir. Ça nous ramène à ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport à la cause qui aura été trouvée de son infertilité. Si la cause est une cause infectieuse, antibiothérapie, en fait, la perturbation du fonctionnement, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, va être au différent niveau de production. Donc, si jamais il y a une infection, ça va perturber en fait finalement le fonctionnement du testicule. Donc, sa production va être perturbée et les spermatozoïdes qu'on aura, enfin le spermogramme sera perturbé parce qu'il y a des éléments finalement perturbés. C'est comme si vous êtes imaginons que vous êtes dans une caserne, vous avez un rythme de fonctionnement. Fonctionnez comme ça habituellement, un tel à tel poste, un tel à tel poste. Et puis là, on vous dit, il y a des intrus qui arrivent. Il faut savoir que l'infection, quand elle arrive dans un environnement, le corps a programmé des cellules qui sont chargées d'aller faire face à cette attaque-là. Donc, des cellules vont arriver dans l'environnement pour dire, là, faut aller faire face à l'infection. Ça perturbe le fonctionnement
finalement de la production des spermatozoïdes. Donc en traitant, on permet à cette unité de production de retrouver son rythme et de fonctionner normalement. Donc là, la cause, elle est trouvée, elle est traitée et on y arrive. Ça peut être des causes hormonales. On a des fois, parce qu'il faut savoir que les hormones sont produites par des glandes qui sont au niveau du cerveau. Si on trouve qu'il y a une altération, en rétablissant le fonctionnement normal de ces glandes-là, la production normale, eh ben, on arrive à rétablir la fertilité de cette personne-là. Donc il y a des causes qui seront traitables, d'autres qui ne le seront pas. Il y a un aspect qu'on n'a pas évoqué, c'est l'aspect éthique. Aujourd'hui, on peut dire que des embryons qu'on conserve, qu'on va récupérer peut-être 2 ans, 3 ans après, selon la demande du couple, est-ce que c'est là, entre guillemets, ne frise pas les sensibilités? Elle friserait les sensibilités. Enfin, après l'éthique, c'est une grande question. Parce que pour certains, ils vont dire, bah oui, est-ce qu'on a le droit, un peu comme vous dites, pourquoi finalement on garderait... Certains couples, on est confronté à des couples aussi qui, pour des raisons religieuses, vont vous dire, moi je ne veux pas qu'on congèle mes embryons. On en a. C'est des convictions religieuses qui vont dire, moi je ne ferai pas, par exemple, la procréation médicalement assistée, à la rigueur l'insémination, mais pas de fécondation in vitro, parce que pour moi ce n'est pas éthique. L'éthique, c'est aussi la possibilité de donner aux gens, dans des conditions humaines, dans des conditions tout à fait encadrées, la possibilité d'accéder à ce désir de parentalité. Donc si ces embryons-là, ils sont conservés dans des conditions tout à fait réglementaires, que le couple est informé, parce que la base c'est aussi l'information de ce qu'il y a, de l'implication, des possibles risques de cette conservation-là, pourquoi ce ne serait pas éthique? Après, de nombreux pays ont planché dessus. Je vous rappelle que ça fait depuis 1978 qu'on a le premier bébé et que la vitrification elle a apparu il n'y a pas si longtemps que ça. Donc de nombreux pays ont planché sur ça et les lois éthiques sont sorties un peu partout. La conservation par congélation est tout à fait acceptée dans la plupart des pays. Oui. Docteur Ndekezi. Nous pensons que l'éthique, c'est la base, c'est l'orientation de tout ce qui doit être fait, mais nous restons toujours dans ce cadre humain, que tout doit être encadré par des lois humaines, et c'est ce que nous sommes en train de faire pour que... Mais l'objectif numéro 1 aussi, c'est de répondre à la demande de ces couples qui n'ont pas d'enfants pour arriver à avoir des enfants. Voilà. Alors on termine déjà. Aujourd'hui, quel est le message que vous lancez à tous ces couples qui éprouvent des difficultés à concevoir? Oui, merci beaucoup. Le message est simple. Les couples qui ne parviennent pas à concevoir, première chose, c'est de consulter un centre qui est spécialisé dans les domaines. Il faut consulter un gynécologue ou un médecin généraliste, mais qui va vous orienter vers un gynécologue. Les gynécologues vont vous orienter vers un centre spécialisé comme Ngalima Fertility Center pour vous venir en aide. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il y a plusieurs causes qui peuvent être à l'origine de l'infertilité. Nous les avons évoquées. Ça peut être au niveau, ça peut être un problème d'âge. L'âge, c'est un facteur très, très important. Ici, je voulais demander que si les couples trouvent que l'âge est avancé, il faut vite aller consulter pour ne pas perdre du temps. Deuxième chose, il faut que les gens soient informés sur certains signes d'alerte ou les signes d'appel qui peuvent présager qu'il y a un risque que la fertilité soit compromise. Ce sont les filles qui ont des règles douloureuses, très douloureuses, ou des filles qui ont des règles irrégulières. Et ça, ce sont des signes d'appel qui doivent faire que la femme consulte. Même si elle n'est pas encore mariée, elle peut déjà consulter pour savoir comment est son corps. Ça peut déjà lui donner beaucoup d'informations pour savoir quand elle va se marier, est-ce qu'elle a beaucoup de chances. Il faut réfléchir par 2 fois avant de se faire opérer. Nous avons beaucoup de patients qui viennent consulter parce qu'ils ont infertilité, parce qu'ils ont été opérés d'appendicite, des kystes d'ovaires, des myomes, et elles viennent maintenant pour infertilité, complications de ces opérations qui ont été faites peut-être dans des conditions qui n'étaient pas les bonnes. Troisièmement, les couples doivent être suffisamment informés sur les effets nocifs des infections sexuellement transmissibles, parce que les infections sexuellement transmissibles, surtout mal traitées ou traitées avec retard, compromettent la fertilité et chez la femme et chez l'homme, mais également nous recommandons à la population d'éviter l'abus de l'alcool, du tabac et surtout de lutter contre l'obésité. Merci. Pour les femmes, est-ce qu'il y a un âge requis? Les femmes au-delà de 40 ans doivent-elles espérer aussi de tomber enceintes, celles qui ont des problèmes?
elles peuvent venir consulter chez nous. Et d'ailleurs, parmi les femmes qui sont enceintes chez nous, nous avons des femmes de 48 ans, 49 ans qui sont enceintes. Et quand vous dites chez vous, c'est Ngalema Fertility Center, on peut avoir les contacts, les coordonnées? Oui. Vous voulez que je donne les numéros de téléphone? 0 9 9 9 9 63 129. Ça, c'est les numéros que nous utilisons. C'est le numéro de la réception. Je répète, 0, et puis on va écrire 9 4 fois, 63 129. Ça, c'est le numéro de la réception. Appelez à ces numéros, on va vous répondre et vous aurez les rendez-vous pour une consultation, pour un entretien, pour une consultation. Docteur Mitao, on termine déjà avec vous? Oui, juste pour abonder dans ça, j'aimerais juste rappeler par rapport à l'homme que l'infertilité masculine n'est pas symptomatique. Donc, sauf dans les cas où on a eu vraiment des symptômes, elle l'est pas. Elle est silencieuse, donc ne pas hésiter à consulter quand on a des antécédents de retard pubertaire, quand on a des antécédents d'opération de la sphère génitale, quand on a des antécédents que maman m'a dit que quand j'étais petit, au niveau des testicules, on avait dû m'opérer ou il était gonflé. Ce genre de choses, on les a en tête. Ne pas hésiter à consulter. On est un gros fumeur. On fume la chicha. Je voudrais attirer l'attention des jeunes sur la chicha. Aujourd'hui, la chicha, elle est fumée de manière très ludique. On a l'impression que c'est agréable, ça sent bon, c'est agréable. C'est pire que la cigarette. Et les conséquences sur les spermatozoïdes est dramatique. Donc, je suis un gros fumeur de chicha, je n'y arrive pas. Peut-être qu'il y a des conséquences, il y a déjà des complications. Consultez. Donc, surtout chez l'homme, franchement, vu que ça ne parle pas, on n'y arrive pas. Ne pas attendre que madame, 10 ans après, aille consulter son gynécologue. Consultez, faites des examens. Merci beaucoup. Merci à vous. Bandeko balandi émission na biso to kolimbola mom qui est nalingala to linkoloba que ba cause ezali ebele mais ba traitement pe ezali bandeko to yambi na émission oyo docteur Mitawa, docteur Aristote Ndekezi ba oti bongo na centre médical Ngalema Fertility Center kunande centre oyo ezwami na ba possibilité ya ko sunga ba couple o bazana ba difficulté ya kobota ba yebana ko sala bana yango to suki awa na émission na biso. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Je rappelle qu'aujourd'hui nous avons reçu docteur Aristote Ndekezi et docteur Mitawa Mélin. Nos experts nous viennent de Ngalema Fertility Center, un centre médical spécialisé dans la procréation médicalement assistée. Avec nos invités, nous avons donc parlé de la prise en charge de l'infertilité des conjoints. Vous devez savoir que pendant des années, on ne traitait que les femmes et pas les hommes. Mais heureusement, aujourd'hui, un bilan masculin est presque systématiquement prescrit en cours de PMA. Voilà, donc si vous avez des difficultés à concevoir, vous êtes en couple et que plus de 2 ans après, vous n'avez toujours pas d'enfant, il serait donc souhaitable que vous puissiez contacter le numéro qui a été communiqué au cours de le numéro de contact qui a été communiqué au cours de cette émission et pouvoir rencontrer des experts pour examiner votre cas. Je dis merci à l'équipe technique qui m'a accompagné aujourd'hui, Miguel Mena, Patrick Mongongo. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Au revoir et prenez soin de vous. Maman, viens voir. Qu'as-tu, mon enfant? Je souffre et j'ai très mal. T'as mal où c'est? Ici, sur le côté. Top Santé, votre magazine sanitaire, présenté par Peggy Wabeno, tous les lundis à 14h. Rediffusion lundi 20h. Pour tout contact, Top Santé Top Congo@gmail.com ou contactez-nous au 082 280 1500. Top Congo FM, elle a tout d'une grande.